On continue avec le cas de la spire circulaire. Donc, soit une spire circulaire de centre O et de rayon R, parcourue par un courant I. Calcule le champ B en un point M de l'axe de la spire. Donc, vous avez une spire parcourue par un courant d'intensité I. On cherche à calculer le champ créé en un point M qui appartient à l'axe. Donc, je prends l'axe OZ ici vertical, horizontal. Donc, on le prend horizontal. Alors, pour ce faire, donc, spire circulaire. Alors, ça, c'est un cas très important parce que beaucoup de calculs se basent sur le cas de la spire. Donc, pour la bobine plate, pour le solénoïde, alors pour le tore, donc tout est basé sur le cas de la spire circulaire. Alors on va prendre une spire circulaire. Une spire parcourue par un courant I, d'intensité I. C'est un fil circulaire parcouru par un courant I. Donc on cherche à calculer par le calcul direct le champ créé en un point M de son axe. Alors le calcul hors l'axe, donc ça pose un peu de difficulté par le calcul. Donc c'est simple de calculer le champ sur l'axe. Alors toujours en utilisant la loi de Biot et Savart. Alors je rappelle que la loi de Biot et Savart. Donc avant d'utiliser la loi de Biot et Savart, d'abord il faut analyser les symétries et les invariances. Donc analyse des symétries et des invariances. Alors, remarquez que tout plan qui est, on a déjà dit dans le cas des symétries des invariances, la partie des symétries, on a dit que pour une sphère circulaire, alors tout plan passant par son axe de symétrie, tout plan, alors c'est un plan qui est un plan d'antisymétrie du courant. Alors c'est posé que le courant est dans ce sens. Alors si on prend un élément DC ici, qui est égal IDL, donc au point P, donc le symétrique par rapport au plan P', on va trouver un élément de courant DC' égale IDL', qui est antisymétrique. Donc les deux vecteurs DC' et DC sont antisymétriques par rapport au plan P. C'est-à-dire tout plan contenant OZ est un plan d'antisymétrie du courant, donc de symétrie de B. Donc implique que B appartient à leur intersection. Et leur intersection, c'est l'axe OZ, c'est-à-dire que B, il est porté par, donc Rθz est porté par EZ. Alors ça, c'est la symétrie, il veut donc que le champ, il est porté par l'axe OZ. Alors, on sait déjà, d'après les symétries, que le champ au point M, il sera porté par l'axe OZ. Alors, pour les invariances, il y a seulement une invariance autour de la rotation autour de l'axe OZ, c'est-à-dire que la variable, donc invariance par rotation autour de OZ. C'est-à-dire B, il ne va pas dépendre de d'état. B ne va pas dépendre de d'état. Le module, ce module ne va pas dépendre de d'état. Et donc pour le R, donc le R c'est la distance de l'axe. Alors il ne faut pas oublier que l'axe OZ il est comme ça.
Alors la distance R, c'est en coordonnées cylindriques, c'est la distance de l'axe. Donc, mais on prend seulement nous, donc on prend les points sur l'axe OZ, c'est-à-dire le R égale à 0. C'est-à-dire le R avec R égale à 0, parce qu'on cherche le champ sur l'axe. C'est-à-dire, comme résultat final, B en M avec M appartient au plan, à l'axe OZ, c'est B qui dépend seulement de Z et porté par EZ. Alors, implicitement, R égale à 0. Donc, R égale à 0. Il est fixé. Donc, implicitement. Alors, ça, c'est les symétries et les invariances. C'est très important. Alors, maintenant, on va appliquer la loi de Biot-Savart. Alors, la loi de Biot-Savart, donc, il vaut dans le champ élémentaire D de B. D de B qui est égal à 0 I sur 4 pi dl vectoriel UPM sur PM carré. Alors, il faut faire attention lors de l'application de la loi de Biot-Savart. Donc, loi de Biot et Savart. Alors, sous sa forme différentielle, c'est-à-dire élémentaire, c'est le champ élémentaire. Alors, le champ total, c'est l'intégrale, bien sûr. Mais avant de faire l'intégrale, donc il faut profiter du fait que P il est porté par EZ. Alors, on va prendre un D de L. On va prendre un D de L donné. Alors, donc, ça c'est... Alors, on va inverser le sens des courants. Alors, le sens des courants, c'est ça. Alors, I. Alors, on va prendre un élément de courant, un élément D de L, D de C ou D de L, IDL, DL, au point P. Donc, on va prendre un élément des circuits DL parcouru par le courant I. Alors, au point P, alors c'est quoi UPM? UPM, c'est le vecteur unitaire porté par PM. UPM. Alors, UPM, c'est ça. Alors, pour voir les choses en clair, alors on va prendre une spire horizontale. Alors ça c'est l'axe OZ. Alors on va prendre un élément de courant, un élément D de L ici. Alors et un point M comme ça. Alors c'est la même situation. Alors remarquez ici que le UPM, alors la situation elle est comme ça. Donc la situation elle est comme ça. Donc ça c'est l'axe OZ, il est vertical. Vous avez le point, le UPM comme ça, et le DL comme ça. Alors lorsqu'on va faire le produit vectoriel, ça va donner un vecteur qui est perpendiculaire, donc UPM vectoriel DL. Ou DL vectoriel UPM, DL vectoriel UPM. Donc DL est tangent au cercle au point P. Il est porté par Eθ. Alors, le produit vectoriel, il est comme ça. Il est perpendiculaire au plan qui contient, donc à le plan qui contient UPM ou DL. Donc il est comme ça. Alors, c'est-à-dire au point M ici, il sera comme ça. D de B. C'est le champ créé par l'élément de courant IDL. Alors, tout simplement en coordonnées, si vous voulez voir ça, donc en coordonnées cylindriques, vous avez UPM, donc il appartient au plan OPM, OPM. C'est-à-dire, je vois le plan OPM, alors le plan ER
EZ. C'est-à-dire on peut l'écrire, donc UPM, il appartient au plan, c'est-à-dire c'est alpha ER plus bêta EZ. Une composante suivant ER et une composante suivant EZ. Alors que DL, c'est DL porté par Eθ, qui est égal, si vous voulez, le rayon de la spire. Donc ça, on va prendre dès le départ. Donc la spire, il a un rayon R. Il a un rayon R. Donc c'est R dθ, Eθ. Alors ce qui fait donc D de L, l'essentiel pour nous, c'est que le D de L, il est perpendiculaire. DL, il est perpendiculaire à UPM. Alors pour le vérifier, donc faites DL scalaire UPM, ça donne 0. Ça donne 0. C'est-à-dire sont perpendiculaires. Alors l'angle entre les deux, c'est P sur 2. L'angle entre les deux, c'est P sur 2. Alors, qu'est-ce qu'on cherche maintenant? Donc, on cherche donc le module donc, D de B. Il est perpendiculaire au plan DL UPM. Et le module de DB, c'est le module de DL. Le module de DL fois le module de UPM fois le sinus de l'angle entre les deux. Ça, c'est pour le produit vectoriel. Alors, le module de DL, vectoriel UPM, c'est le module de DL fois module de UPM fois sinus de l'angle entre les deux qui est P sur 2. Parce que j'ai dit sont perpendiculaires. Alors, c'est-à-dire le module, donc D de L, c'est R dθ. UPM, c'est unitaire, c'est 1. Sinus de P sur 2, c'est 1. Donc, c'est ça. Alors, ça, c'est le module de DB. Le module de DB. Donc, on va pas s'intéresser par quelle est la direction de DB, parce que qu'est-ce qui nous intéresse, d'après les symétries des invariances, nous avons dit que le champ final, donc remarquez ici DL vecteur UPM, c'est un vecteur comme ça, DB. On sait d'après les symétries et les invariances que B finalement il est porté par EZ. C'est-à-dire on va s'intéresser seulement à la projection de DB selon OZ, c'est-à-dire la composante DBZ. On va s'intéresser seulement à D de B, BZ. DBZ qui est égal à DB scalaire EZ. Alors remarquez que pour le produit scalaire, c'est DB, c'est le module de DB, fois le module de EZ, c'est 1, fois le cosinus de l'angle entre les deux. Le cosinus de l'angle entre les deux. Alors, n'oubliez pas que ça, c'est perpendiculaire. On a déjà dit ça, que DB est perpendiculaire à PM. Et ici. Alors, DB, puisque c'est un produit vectoriel, alors ça, j'ai dit que DB, il est perpendiculaire à DL, et DB, il est perpendiculaire à UPM. Alors l'angle ici, on va noter par exemple alpha, ou B, donc ça, on va noter ça alpha. D'après donc on a noté ça donc dans le schéma, donc c'est alpha, donc ça on va le noter bêta, si vous voulez. Bêta. Alors c'est le cosinus de bêta. Cosinus de bêta. Alors, égal. Alors, remarquez que bêta, ce n'est que P sur 2 moins alpha. Moins alpha. C'est-à-dire c'est dB cosinus de P sur 2 moins alpha. Donc, c'est dB, le module de B, sinus de alpha. Alors, comme ça, donc on peut écrire que dBz, maintenant, dBz, c'est dB, c'est nu 0i, dl, sur 4pi, sinus de alpha. Sinus de alpha. Ça, sur pm carré.
sur PMK. Sur PMK. Égale nu 0i R dθ sur 4pi. 4pi sur 4pi sinus de alpha sur PMK. Alors, pour pouvoir faire l'intégrale, donc il faut unifier les variables. Alors, remarquez que lorsqu'on décrit toute la spire, alors ça c'est θ, la variable θ, dθ. Alors, θ varie de 0 jusqu'à 2pi. Mais remarquez que le alpha, il reste constante. Donc, lorsqu'on tourne, le alpha reste constante. Ce alpha-là. Alpha, l'angle alpha reste constante. Et la même chose pour PM. PM reste constante. Alors, c'est-à-dire PM, mais quand même, on peut écrire une relation. Donc, sinus de alpha égale R sur PM. C'est-à-dire que dBz égale nu 0i R sur 4pi. Alors, 1 sur PM carré, c'est sinus carré de alpha sur R carré fois sinus de alpha. dθ. Alors, dθ, il ne faut pas oublier parce que la variable d'intégration c'est dθ. Alors, c'est-à-dire b total au point M, c'est l'intégrale de nu 0 i R. Donc, le R, si on va avec R, donc sur 4pi R, sinus à la puissance 3 de alpha dθ. Alors, j'ai dit que le alpha, il est constant. Θ, donc pour décrire toute la spire, alpha, il est constant. Alors, on peut faire sortir de l'intégrale tout ce terme-là. C'est nu 0i sur 4pi R, sinus à la puissance 3 alpha, l'intégrale 0 de pi dθ. Alors, ça donne 2pi. Donc, on va simplifier avec 4pi. Donc, on trouve le résultat final suivant, nu 0i sur 2r sinus à la puissance 3 de alpha. Alors ça c'est un premier résultat. Alors on peut l'écrire en fonction de z. Alors ça c'est le résultat qu'on a trouvé ici. On peut l'écrire en fonction de z, donc vous avez que sinus de alpha égale R sur PM. R sur PM avec PM, c'est la racine carrée de R carré plus Z carré. Alors le Z, bien sûr, Z c'est l'ordonnée de M. Alors, ça c'est Z. Alors c'est donc ça donne comme résultat final. Donc le résultat final, vous pouvez le vérifier, c'est simple. Donc c'est qu'on peut écrire BM qui est porté par EZ, c'est la composante qu'on a trouvée par intégration. Et on peut l'écrire en fonction de Z en utilisant le sinus de alpha égale R sur la racine carrée de R carré plus Z carré. Alors ça donne cette formule. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer à partir de là? Alors c'est que d'abord le champ donc il diminue en fonction de Z lorsqu'on s'éloigne. Alors il est maximal au centre, de la spire. Pour Z égale à 0, ça donne ni 0i sur 2r, ni 0i sur 2r. Il est symétrique par rapport à l'axe, par rapport au centre. C'est-à-dire pour ces paires, la fonction elle est paire b, le module de b en moins z égale b en z, parce que vous avez un z carré ici, b en moins z. Donc, si vous avez un z ici, z1,
en moins Z1, donc vous avez la même valeur. Alors, c'est-à-dire le champ il est symétrique. Alors ça, on peut le déduire tout simplement à partir donc de vous avez le plan qui contient la spire, c'est un plan de symétrie des courants, donc d'antisymétrie de B. Donc alors pour la spire, donc le plan qui contient la spire, c'est un plan de symétrie du courant, donc d'antisymétrie de B. Alors c'est-à-dire si on prend deux points symétriques par rapport à ce plan de symétrie de courant, d'antisymétrie de B. Donc B en M, il est comme ça, donc il sera antisymétrique, symétrique, ça donne ça. Alors l'antisymétrique, c'est moins B en M'. Alors c'est-à-dire que l'axe, le champ sur l'axe, il a le même sens. Donc, donc B en M' égale moins symétrique de B en M par rapport au plan P de la spire. Au niveau des modules, bien sûr, c'est le même. Donc B en moins Z, B en moins Z égale à B en Z. C'est-à-dire en module, c'est la même. Donc vous pouvez le remarquer que la fonction, il est paire en fonction de Z, le module. Alors ça, c'est la courbe qui représente. Alors le champ, donc il est maximal au centre, et il diminue lorsqu'on s'éloigne de la spire. Et ça, c'est logique. Donc il est lorsqu'on s'éloigne de la spire. Alors ça, c'est pour le cas de la spire circulaire. Donc il faut le refaire plusieurs fois parce que c'est un cas très important qu'on rencontre beaucoup dans les concours. Alors vous allez voir que ce résultat est utilisé pour la bobine plate et pour le solénoïde. Alors c'est quoi une bobine plate? Donc une bobine plate, c'est un enroulement, tout simplement, enroulement de spire circulaire, mais l'épaisseur E doit être inférieure au rayon de la spire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une grande épaisseur. Alors pourquoi ça? Alors tout simplement parce que le champ, on utilise le principe de superposition, c'est-à-dire que le champ au point M, créé par toutes ces spires, c'est le champ, la somme des champs créés par chaque spire. C'est-à-dire si vous avez N spires, alors B en M, c'est N fois B de chaque spire. Alors c'est-à-dire que tout simplement, toutes les spires ont le même angle alpha, c'est-à-dire alpha, mais c'est presque une variable. C'est-à-dire c'est comme si les spires sont enroulées dans le même endroit, de telle façon que on ne ressent pas la variation de alpha. On ne va pas tenir compte la variation de alpha. Alors ça on va voir le contraire dans le cas des solénoïdes. Alors dans le cas des solénoïdes, donc l'épaisseur E ou la longueur des solénoïdes n'est pas négligée, donc on ne peut pas négliger. Donc chaque spire il a un angle alpha bien déterminé. Alors B de la bobine égale N fois B de chaque spire. Alors c'est N, B de chaque spire c'est N0, N sinus à la puissance 3 de alpha sur 2R. Alors ça, nous avons dit que c'est le champ créé au centre de la spire, c'est N, on le note BO ou B0, sinus à la puissance 3 de alpha. Alors c'est ça le résultat. Alors on peut dire que ça c'est le champ NB0. On peut noter ça, donc N, tout ça, B0 si vous voulez, B au centre, c'est-à-dire B de la bobine égale B0 sinus à la puissance 3 de alpha. Avec B0 bien sûr, c'est nu0 NI sur 2R. Alors c'est-à-dire pour la bobine, tout simplement, c'est le même champ, on le multiplie par N, le nombre de spires contenu dans la bobine plate. Alors ça c'est pour le cas de la spire circulaire et de la bobine plate. Donc après on va voir le cas des solénoïdes circulaires.